Salam alaikum et bienvenue dans une série de vidéos expliquant le framework ASP.NET MVC en utilisant Entity Framework. Alors, nous allons découper ce cours sur plusieurs vidéos. Au début, nous allons travailler sur tout ce qui est Entity Framework et comment nous allons pouvoir créer une base de données en utilisant le système CodeFirst, et par la suite une autre vidéo pour gérer le système d'authentification, une vidéo pour le système de CRUD et une autre pour le système d'ajaxation ou bien de pagination partielle. Alors déjà, expliquons un terme, et nous allons bien sûr travailler sur cet exemple-là. Nous allons travailler sur deux tables, ou bien deux classes, soi-disant. Lorsque je travaille en CodeFirst, c'est le diagramme de classe qui est beaucoup plus important que l'MCD. Ça veut dire que nous allons travailler et traduire notre diagramme de classe vers un code, le parser. Nous allons coder notre diagramme de classe. Alors nous avons une classe joueur avec un ID, comme on dit, primary key, avec un nom, un prénom, un âge, et un poste. Par la suite, l'équipe avec un int, avec un nom et avec une division. Alors là, le type de multiplicité en relation entre équipe et joueur, c'est ce qu'on appelle mini-to-one. Ça veut dire que mini-joueur to one équipe, and one équipe to mini-joueur, ça veut dire une relation, soi-disant, en termes MVC ou bien vocabulaire Meurice, c'est une relation xn, x1. C'est une relation dans laquelle la clé primaire, soi-disant, le langage Meurice, de joueur va migrer vers, plutôt la clé primaire de la classe équipe va migrer vers la classe de joueur. Alors nous allons essayer premièrement de créer les deux classes, joueur et équipe, bien sûr une classe user, afin de pouvoir gérer le système d'authentification. Pour cette raison, nous allons lancer un nouveau projet sous Visual Studio, fichier, nouveau et projet. Dans la catégorie des projets, je vais choisir Web et par la suite Web Application Web ASP.NET et je vais la nommer comme championnat app. Et je vais choisir le modèle MVC. Alors, en attendant la génération des fichiers et des dossiers de notre application par défaut, je dois vous expliquer qu'en travaillant avec Entity Framework, nous avons le choix soit de commencer via une base de données et transformer notre base de données vers un ensemble de classes qu'on appelle des entités. C'est ce qu'on appelle database first, c'est un mot database first, ça veut dire que je crée la base de données en premier lieu et par la suite, je vais générer mes diagrammes de classe ou bien mes classes. Et le contraire, c'est ce qu'on appelle code first, d'accord? Alors, le fait de travailler avec code first ou bien database first, sincèrement, contrainte technique, il n'y a aucune contrainte technique, c'est un choix qu'on préfère. Et normalement, les personnes qui sont beaucoup plus adaptées à Meurice veulent vraiment travailler toujours avec database first, ça veut dire créer leur base de données et par la suite générer le code. Sinon, pour les personnes plus adaptées avec UML, ils veulent vraiment travailler avec code first, ça veut dire programmer les classes et par la suite générer notre base de données. Et pour moi, je vais travailler cette fois-ci avec code first. Alors, pour cela, rappelons notre schéma de classe. Alors, la classe joueur est liée avec une équipe. Ça veut dire que pour faire la transformation de ce diagramme de classe vers un codage correct ou bien un codage de classe correct, normalement la classe joueur doit avoir une équipe comme objet dans ses entités et c'est logique. Un joueur a une et une seule équipe et la classe équipe doit avoir elle-même une liste de joueurs, une collection de joueurs car une équipe peut avoir plusieurs joueurs. C'est normalement la traduction la plus simple d'IL mini-to-one, de relation mini-to-one. Ça veut dire que un objet de la classe composé doit migrer vers la classe joueur et ainsi de suite. La classe joueur va nous instancier une liste, une collection dans la classe équipe. Et une entité user qui n'a aucune relation avec les autres classes. Alors pour les relations, nous avons trois types de relations. Nous avons les relations one-to-one, comme entre commandes et factures. Et nous avons les relations mini-to-mini, comme les relations produit et commande, mini-product to mini-commande, mini-commande to mini-product. Et nous avons les relations mini-to-one comme celle-là. Alors pour pouvoir étudier tous les cas de passage, je vais essayer de vous fournir
par la suite une vidéo dans laquelle je vais expliquer la façon avec laquelle nous allons transformer un diagramme de classe vers un code pour les trois types de relations, en sachant que many-to-many peut aussi être divisé en deux relations différentes, many-to-many porteuses et many-to-many non porteuses, mais je ne vais pas me concentrer sur cela à l'instant. Bien sûr, vous pouvez trouver des tutoriels et des cours qui vont vous expliquer le passage d'un diagramme de classe vers un code. Alors, maintenant, passons à notre clavier. Premièrement, je vais créer dans le dossier modèle. En fait, pour notre projet, il est divisé sur plusieurs dossiers et plusieurs fichiers. Les dossiers les plus importants, ce sont modèle, views et controller. Pour MVC, modèle, view et controller. Et nous avons encore d'autres dossiers, par exemple content pour des fichiers CSS, script pour des fichiers JavaScript. Nous avons des fichiers de configuration. Nous avons un fichier qui est important et qui est une différence majeure entre les applications desktop et les applications webform, des applications web. C'est le fichier Global ASAX avec son événement fameux, application start. C'est un événement qui s'exécute une seule fois dans la durée de vie de l'application. Alors Global ASAX, vous pouvez aussi lire quelques tutoriaux pour l'expliquer beaucoup plus mieux, pour le comprendre, car c'est un fichier vraiment très important dans le cycle de vie d'un site web ASP.NET. Alors pour les classes, normalement ce qu'on appelle une classe dans un diagramme de classe, ça s'appelle un modèle dans le système MVC, dans le design pattern MVC, et je vais créer une nouvelle classe. Pour cela, clique droit sur le dossier modèle, ajouter une classe, et je vais nommer la classe en tant que joueur. Alors la classe joueur, elle est identifiée par public int id avec un getter et un setter. Nous avons aussi public string nom avec un getter et un setter. CTRL-C, CTRL-V pour prénom. Alors écoutez, nous sommes juste en train de faire la description de notre objet. Le joueur il est décrit par cela, il est décrit aussi par une équipe. Par la suite, public int âge avec un getter et un setter. Et bien sûr, l'objet public équipe. Cette fois-ci, il y a une erreur parce que tout simplement la classe équipe n'est pas encore créée. Équipe avec un getter et un setter. Alors, lorsque je crée la classe équipe avec, ou bien l'objet équipe avec le même nom de sa classe, ça c'est une convention de nommage. Les conventions de nommage sont normalement des normes de nommage pour nommer nos classes et nos objets afin de pouvoir travailler dans un système qui est uni. Ça veut dire vous pouvez expliquer le code des autres personnes, mais votre code est beaucoup plus simplement modifié et manipulé, et bien sûr la maintenance des lots va être beaucoup plus facile lorsqu'on respecte les nominations ou bien les règles de nomination. Et il faut savoir aussi que même le framework va vous aider dans quelques parties en ce qui concerne la génération de vos objets. Alors le fait de nommer l'objet équipe avec le même nom que la classe est important pour nous. Alors veuillez s'il vous plaît respecter ces contraintes. Et par la suite, une variable de type entière qui va nous décrire ou bien qui va nous enregistrer la clé étrangère équipe ID avec un getter et un setter. Alors ça, équipe le nom de classe avec ID avec I majuscule. Alors s'il vous plaît, en ce qui concerne l'obligation de créer ce champ il est facultatif, l'équipe ID. Mais le fait de le créer va vous aider, car si on ne le crée pas, le système il est capable vraiment de savoir que la classe joueur est une foreign key dans la base de données pour une équipe. Mais nous allons l'appeler par la suite un champ shadow, ou bien les propriétés shadow. Ce sont les propriétés qui se trouvent dans la base de données mais qui ne se trouvent pas sur votre objet modèle, car écoutez bien, cet objet modèle va jouer le rôle d'un transporteur d'informations. C'est un objet qui va vous transformer l'information, ou bien faire le transport d'informations toujours d'un contrôleur vers une vue, ou bien d'une vue vers un contrôleur. Et sa deuxième mission aussi, c'est bien sûr enregistrer les informations dans la base de données. Alors public équipe, et ici je vais ajouter public int équipe id get asset. Par la suite, je vais créer une autre classe nommée équipe. Alors pour la classe équipe, nous avons les champs suivants: public int id
avec un getter et un setter. Par la suite, public string non avec un getter et un setter. Et enfin, un attribut public string division avec un getter et un setter. Par la suite, bien sûr, pour qualifier la relation, je vais créer une liste des joueurs en se basant sur la connexion liste joueurs et comme règle de nomination joueur avec un S, joueur avec un S et par la suite getter etc. Et pour cette liste qui est là, la question qui se pose, est-ce que c'est obligatoire? La réponse est non. Ce n'est pas du tout obligatoire, c'est facultatif le fait d'intégrer cette collection dans la classe équipe, mais en l'intégrant, ça va nous faciliter bien sûr qu'à chaque fois que je sélectionne une équipe, les joueurs de cette équipe vont être rechargés, non pas automatiquement, mais juste en inclusant un mot-clé qu'on appelle include que nous allons voir par la suite. Ça veut dire que si l'accès à la liste des joueurs de chaque équipe est un accès fréquent, le fait de créer cette liste ici est techniquement obligatoire, d'accord? Techniquement, fonctionnellement, côté performance. Mais si nous ne voulons jamais avoir la liste des joueurs d'une équipe bien précise, on peut annuler cette limite de code car nous n'avons pas vraiment besoin de décrire l'équipe en tant qu'une classe qui contient une liste de joueurs et nous allons appeler dans ce cas la relation en tant que unidirectionnelle. Sinon, si on ajoute la liste, nous allons l'appeler une relation bidirectionnelle. Ça veut dire que le joueur peut connaître son équipe et que l'équipe peut connaître ses joueurs. Alors pour nous, c'est tout en ce qui concerne nos modèles, en ce qui concerne la relation équipe et joueur. Maintenant, nous allons créer notre dernière classe ou bien notre dernier modèle, c'est user. Alors pour user, il est composé d'un public int id, getter, etc. Par la suite, public string non avec un getter et un setter. Je m'excuse pour cette erreur. Public string prénom getter etc. Public string login getter etc. et public string password getter etc. CTRL-C, CTRL-V, password 2 et par la suite password 2, je m'excuse, alors password 2 et dernièrement public datetime date inscription et un getter et un setter. Alors, pourquoi créer le champ password et password 2 dans cette partie? Car tout simplement, je veux avoir un formulaire qui va permettre, au moment d'inscription d'un utilisateur, de saisir son nom, son prénom, son login, son mot de passe et la confirmation du mot de passe, ainsi que la date d'inscription doit être automatiquement générée. Ça veut dire que la date d'inscription ne doit pas afficher dans le formulaire d'ajout ou bien d'inscription d'un utilisateur. Alors, cette méthode que j'ai utilisée dans cette partie est un petit peu déconseillée, mais bien sûr, je ne vais pas me fonder sur la solution technique de ce problème, car normalement, la table utilisateur dans la base de données, je ne dois pas avoir deux champs password et password 2 dans la base de données. Et on doit savoir que ce champ est généralement une description de ma table dans la base de données. Ça veut dire que ma table va avoir comme ID, comme clé primaire, identity, nom, prénom, login, password et password 2 et date d'inscription. Alors, pour cette solution, bien pour gérer ces problèmes, normalement, ce que je devais faire, c'est éliminer public password d'ici
et laisser ce fichier modèle juste pour la relation avec la base de données et créer ce qu'on appelle un modèle view. Un modèle view, une autre classe, modèle view, qui va se concentrer sur les éléments du formulaire. Car le modèle, pour moi, actuellement, il est destiné pour deux missions principales. La relation avec la base de données et le dessin de formulaire. Car vous allez voir par la suite que le formulaire d'ajout ou bien d'inscription d'un utilisateur, je ne vais jamais et je ne vais pas le créer balise à balise. Ça veut dire que je vais le générer en utilisant les options de génération de Visual Studio. Alors pour cette raison, je vais retourner mon fichier password, plutôt ma propriété password 2, et maintenant mes trois modèles sont créés. Il suffit tout simplement de étudier la façon avec laquelle nous allons créer la base de données. Mais avant de ça, nous allons répondre à ces questions. Ajouter les contraintes suivantes. Require pour le nom d'équipe et le nom de joueur. Alors, comme j'ai déjà dit, le formulaire ou bien les modèles se sont vraiment responsables. Ils prennent une grande responsabilité en ce qui concerne la génération du code du formulaire. Ça veut dire, bon, je vais l'utiliser tout simplement pour gérer toutes mes contraintes et ces contraintes vont être gérées côté client et côté serveur. Par la suite, bon, lorsqu'on était en train de travailler avec du ASPX simple ou bien lorsqu'on travaille avec du PHP, nous devons vraiment gérer la majorité des vérifications, soit côté client en utilisant pattern des balises input ou bien dans la partie de réception, dans la partie serveur. Alors tout simplement en intégrant ce qu'on appelle des annotations, et les annotations ce sont tout simplement un synonyme de description. En intégrant des annotations, les champs vont respecter les formes et les annotations et les contraintes que je vais préciser. Alors le système, il est clair, ils nous ont dit que le nom de l'équipe et le nom du joueur doivent être obligatoirement saisis. Pour cette raison, je vais ouvrir le code joueur et je vais insérer une annotation entre crochets dans laquelle je vais préciser que le nom est required. Le système va me demander d'importer une classe data annotation ou bien une bibliothèque, et par la suite, bon, je peux laisser required tout simple comme ça, mais le message qui va être affiché, c'est un message d'erreur de système. Pour cette raison, je peux ajouter mon propre message en intégrant error message et écrire, bien sûr, veuillez saisir une valeur, et je ferme. Alors la contrainte elle-même, elle va être copiée vers équipe pour son nom. L'importation est toujours obligatoire. Alors, la deuxième contrainte, ils nous ont dit que regular expression pour le nom d'équipe, que l'équipe doit respecter cette expression régulière AZ majuscule, AZ minuscule, un espace entre 3 et 32 caractères. Pour cette raison, encore après required, ou bien avant, le problème d'ordre n'est pas important, je vais insérer regular expression. Dans le premier paramètre, je vais spécifier le pattern. Alors le voilà, veuillez vraiment prendre soin et profiter de l'avantage de ce qu'on appelle l'intelligence ou bien le head de programmation. Alors les propriétés sont claires, là ils nous disent de saisir un string pattern, et pour le pattern c'est AZ, un espace entre 3 et 32 caractères. Comme message d'erreur, dans la deuxième partie, error message, je vais dire veuillez respecter le format. Et c'est tout. Par la suite, nous allons passer à la troisième contrainte. L'âge du joueur doit être entre 18 et 30. Je vais passer dans le modèle joueur et après l'âge, je vais saisir range. Range va me demander une valeur minimale, c'est 18, et une valeur maximale, c'est 30. Et bien sûr, error message, et je vais dire l'âge du joueur doit être entre 18 et 30 ans. D'accord? Alors maintenant, passons à la dernière contrainte, c'est la comparaison entre les deux mots de passe. Les deux mots de passe de user doivent être égaux, ainsi qu'ils doivent dépasser 6 caractères. Ça veut dire comment je dois saisir 10 caractères. Pour cette raison, je vais passer à la classe user, et avant password, je vais insérer bien sûr, nous voulons min length, c'est min
length, et bien sûr l'importation est obligatoire, min length. Alors min length 1 numéro 6 et error message. Je ferme, error message, veuillez saisir au moins 6 caractères. Et pour la comparaison entre password et password, je vais préciser chez le password numéro 2 une annotation qui s'appelle compare. Il me demande de saisir le nom de la propriété, c'est password entre double quotes, et l'error message. Et voilà. Veuillez saisir de password équivalent. C'est bon? Alors, veuillez juste visiter la documentation officielle de Microsoft pour pouvoir connaître généralement toutes les contraintes. Sinon, vous pouvez tout simplement faire ça et cliquer sur CTRL espace et là, vous pouvez voir ce que vous voulez avec la description bien précise, d'accord? Et avec même les paramètres qu'on peut y passer. Alors, la partie des contraintes est finie et maintenant, je vais ajouter le code nécessaire pour la création de ma base de données. Pour cette raison, je vais créer, ou bien, premièrement, je dois télécharger et installer via le package NuGet. C'est un outil qui illustre vraiment le design pattern injection des dépendances. Ça veut dire qu'une fois que je veux travailler avec une bibliothèque, il suffit tout simplement de la télécharger et c'est le système NuGet qui va se concentrer, qui va se focaliser et prendre la charge de son installation et ses modifications de configuration et son intégration. Ça veut dire que je ne fais rien à l'exception de téléchargement et donner l'ordre à NuGet de télécharger un package. Et dans cette partie, je vais saisir Entity. En attendant la réponse, je vais installer Entity Framework en cliquant sur ce lien, tentative de collecte d'informations. J'accepte et par la suite, le système va ajouter ce package et il va modifier ses fichiers de configuration sans rien toucher. Je ferme et par la suite, je crée une classe qu'on va par la suite appeler notre contexte. Alors, le contexte dans le langage Entity, c'est la base de données. La base de données, c'est le contexte. Le contexte, c'est la base de données. Le contexte, c'est une classe qui va être composée de toutes les classes que je veux créer dans la base de données. Et pour cette raison, normalement, je peux les créer même dans ce dossier, mais on préfère généralement, selon des conventions de nommage aussi, de le mettre dans un fichier que nous allons, ou bien dans un dossier que nous allons appeler data. Et c'est une convention. Par la suite, je vais cliquer sur ajouter une nouvelle classe et je vais le nommer championnat contexte. Ma classe doit hériter impérativement de DB contexte. Le système va me demander d'intégrer DB contexte et là, pour les personnes qui n'ont pas téléchargé Entity Framework, le système ne va pas connaître du tout la classe DB contexte. Alors, si vous trouvez cette erreur dans votre programme, ça veut dire que votre package n'est pas bien installé ou bien vous n'avez pas encore installé votre package. Par la suite, je vais créer une suite de listes qui va englober mes tables privées ou bien publiques. Je m'excuse. Alors, public DB7, plutôt joueur. Joueur, avec un getter et un setter. Alors, l'erreur est claire. Il n'arrive pas à connaître ma classe. C'est parce que les deux classes sont dans deux fichiers différents. Ça veut dire dans deux namespaces différents. Je clique sur l'importation de mon package. Alors, public par la suite, CTRL-C, CTRL-V, CTRL-V. Alors, public, équipe avec S, et public, user avec S. Voilà. Par la suite, je vais créer un constructeur public, champ, contexte, un constructeur vide, mais cette fois-ci, je vais appeler le constructeur de la classe mère DBContext et je vais lui passer ma chaîne de connexion dans un paramètre. Et pour cette raison, name pour connexion string, je vais lui passer, comme d'habitude dans le mode connecté, data source égale à point SQL express, point virgule initial catalogue est égal, nous allons le nommer champ MVC, la base de données, MVC et Integrated Security avec la valeur true. Point virgule, plutôt sans point virgule et c'est tout. Maintenant, passons au global ASAC et insérons ces lignes, car comme j'ai déjà dit,
dans la fonction, bien dans l'événement application start, va être exécuté pour une et une seule fois dans la durée de vie de l'application. Pour cette raison, le code de la création de la base de données doit être intégré dans cette partie, mais faites attention, une fois l'écrit une seule fois, je dois soit l'éliminer, soit le mettre dans une clause try catch, car normalement la base de données ici, elle est créée pour la première fois, et par la suite, j'appelle encore la fonction pour créer la base de données. Normalement, je dois avoir une erreur que c'est impossible de créer deux bases de données avec le même nom. Pour cette raison, je vais faire champ ou bien championnat contexte. Bien sûr, il n'est pas encore connu. Je m'excuse. Contexte reçoit new championnat contexte. Point virgule et j'importe mon dossier. Par la suite, je peux faire contexte tout simplement .database .create. Alors pour cette ligne, elle doit soit être mise entre une clause try catch ou bien les deux clauses try catch, ou bien elle doit être supprimée dès la première fois, ça veut dire après la création de la base de données. Moi je préfère la deuxième, et surtout pour les personnes qui vont passer des examens par la suite, veuillez juste le mettre entre try catch, car la personne qui va vous corriger l'examen normalement doit avoir la base de données créée sur son poste, et pour cette raison veuillez juste le mettre entre try et catch. Alors maintenant je vais tout simplement lancer mon projet et je vais vérifier par la suite est-ce que je vais avoir une base de données nommée champ MVC créée nouvellement dans mon serveur de base de données. Donc voilà, j'actualise, voilà toutes mes bases de données qui sont là. Alors aucune base de données qui s'appelle champ. J'attends l'exécution. Alors une fois la page d'index affichée, voilà, normalement ma base de données doit être créée. J'actualise et voilà la base de données champ MVC, championnat MVC avec les tables. Je vais vérifier est-ce que le schéma est correct. Nouveau schéma, oui. J'intègre la table équipe, table joueur et table user. Je clique sur fermer et par la suite, voilà la table user sans relation et la table joueur avec une relation fourniquée avec équipe. Équipe, ça veut dire que l'idée de l'équipe est primériquée dans cette partie. Je m'excuse pour ça. D'accord? Alors c'est bon, tout est bien normalement. J'enregistre pas, et maintenant pour la première vidéo, c'est terminé.